Quelles sont les principales étapes que je dois traverser? Quels sont les indicateurs que je dois utiliser? Ok. Alors, donc la première chose à faire dans ce cas-là, c'est d'essayer de catégoriser l'action. Donc, de déterminer dans quelle catégorie c'est. Est-ce que c'est un fast grower, ou est-ce que c'est un slow grower, ou est-ce que c'est un turnaround, ou un cyclical, ainsi de suite. Donc, quand vous avez fait ça, ça va vous orienter vers une méthode d'évaluation. Parce que si vous classez, enfin, vous catégorisez l'action en question comme un fast grower, vous n'allez pas valoriser l'action, évaluer la valeur intrinsèque de l'action de la même manière que si vous l'aviez classé comme un turnaround. D'accord? Donc, la méthode, la catégorie va vous imposer la méthode de valorisation. Et donc, quand vous aurez appliqué la méthode de valorisation, vous allez aboutir à une valeur intrinsèque. Et donc, ce que vous allez faire avec cette valeur intrinsèque, c'est une comparaison. Je dis n'importe quoi, que la valeur intrinsèque est de 1000 francs CFA et que le coût de l'action sur le marché est de 1500. Donc, le coût de l'action est supérieur à la valeur intrinsèque. Ça veut dire que si vous payez à ce coût-là, vous payez plus cher que la valeur sous-jacente de l'actif. Donc, ce n'est pas un bon deal. Dans ce cas, vous voulez patienter. Vous voulez mettre en réalité l'action dans votre watch list. Donc, une liste de surveillance, pour attendre que le coût de l'action descende en dessous de la valeur intrinsèque. Et quand ça va se produire, vous allez faire quoi? Vous allez juste mettre un ordre pour acheter l'action au prix qui est inférieur à la valeur intrinsèque. Ok. Maintenant, comment catégoriser l'action? OK. Donc, pour catégoriser l'action, on va dire, il y a deux grandes catégories et ensuite il y a des sous-catégories. Donc, c'est un grower ou un non-grower. D'accord? Si c'est un grower, il y a trois Oui. possibilités. Soit c'est un fast grower, soit c'est un stalwart, soit c'est un middle, un slow grower. D'accord? Ou bien si c'est un non-grower, donc soit c'est un cyclical, c'est un turnaround, ou bien c'est un net-net, ce que Peter Lynch appelle les asset plays. D'accord? Et donc, comment vous savez tout ça? C'est vous observez les résultats, ou si vous voulez, la croissance des résultats nets de l'action sur les 5 dernières années. Et donc, ce que vous allez constater, c'est si vous avez, par exemple, sur CK Finance, on vous montre même une courbe, avec des, comment dire, euh, je ne sais plus le nom de ce diagramme-là, bref, on vous montre des colonnes et plus la colonne est haute, d'accord, ça veut dire que plus le résultat net est conséquent. Donc, vous allez voir si le résultat est croissant continuellement sur les 5 dernières années. Si oui, c'est que c'est un grower. Et donc, c'est dans la catégorie des growers. Maintenant, c'est de déterminer quel est le taux de croissance pour pouvoir savoir exactement si c'est un middle grower, un slow grower ou un fast grower. Maintenant, si la courbe n'a Ok. pas cette tendance-là, donc soit c'est un cyclical, et ça, vous allez très vite le savoir, surtout si c'est une entreprise agricole, ou bien c'est un turnaround, c'est-à-dire une entreprise en difficulté, et un événement dans le futur proche pourrait drastiquement changer le cours de l'action. Donc, par exemple, l'état dans lequel est SICO actuellement. Si le tribunal décide que toutes les usines qui étaient fermées doivent reprendre leur activité parce que les terrains en question, SICO peut en jouir pleinement, ça va faire exploser le coût de l'action, l'avenir même de l'entreprise sur le terrain. D'accord? Donc, ça, typiquement, c'est un turnaround. Ça, vous pouvez le savoir rapidement. Ou bien, c'est un net-net. Un net-net, c'est un asset place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les actifs ou si vous voulez, les immobilisations corporelles de l'entreprise ont une valeur supérieure à toute la valorisation de l'entreprise, même sur le marché, donc sur le marché boursier. D'accord? Donc, c'est une entreprise sous-évaluée du point de vue actif, même actif immobilisé. Donc, voilà un peu comment vous savez dans quelle catégorie vous êtes. Ok. On va aller sur les titres pour voir. Je vais voir ça pour m'approprier de, de cette méthode-là. Bon. Maintenant, et comment on capitalise? Maintenant, après avoir connaître la catégorisation, quels sont les ratios principaux sur lesquels on peut se baser? OK, donc évidemment, c'est les ratios qui vont nous intéresser quand c'est un fast growth, ce n'est pas les mêmes ratios qui vont nous intéresser quand c'est un net-net, par exemple. D'accord? Donc, en réalité, les ratios qui nous intéressent, ça rentre encore dans le cadre de la valorisation de l'entreprise. Donc, je prends un exemple tout court, les fast growers, par exemple. Ce qui va nous intéresser, c'est le taux de croissance annuel moyen du résultat net sur les 5 dernières années. D'accord? On veut qu'il soit, par exemple, pour les fast growers, on veut qu'il soit supérieur au moins à 20%. D'accord? Fast grower, je parle de grower tout court. Donc, fast grower. Et à part ça, un ratio très intéressant qui est important, c'est le PEG.
Donc, le P/G en réalité, on va dire, c'est deux quantités qu'on met en comparaison. Donc, c'est le price to earning ratio et le taux de croissance dont je viens de parler. Donc, le P/G, c'est un ratio de ratio, si vous voulez, hein. Donc, le P en réalité divisé par ce taux de croissance-là. Donc, effectivement, c'est pour chaque catégorie, ce n'est pas les mêmes ratios qui vont vous intéresser. Et ça rentre dans le cadre de l'évaluation de l'entreprise, justement. Ok. Vous avez déjà des trucs là, non? Vous avez déjà essayé plusieurs actions à cet effet, non? Est-ce que c'est possible que vous le mettiez à disposition ou bien vous nous envoyez aussi souffrir pour connaître, pour établir aussi nos fiches de suivi? Alors, comme je l'ai dit, tous ceux qui sont dans le groupe BRVM Elite ont le droit de voir l'intérieur de mon portefeuille. Et l'intérieur de mon portefeuille n'est pas très fameux pour le moment. Ce n'est, on va dire, il y a quelques semaines encore, je n'avais que deux lignes, d'accord? Mais là, je suis en train d'avoir une seule ligne. Donc, les deux lignes, c'était quoi? C'était Coris Bank et Filtizac. Donc, Filtizac, je suis en train de vendre ça. J'ai envoyé un autre, je l'ai publié dans le groupe, donc tout le monde sait plus ou moins que je suis en train de vendre Filtizac. Donc, là, actuellement, quand l'autre va passer et tout, je n'aurai à la fin qu'une seule ligne dans mon portefeuille et c'est Coris Bank. Donc, voilà l'intérêt de mon portefeuille pour le moment. Et ça va rester comme ça un bon moment, dans tous les cas. Ok. Pourquoi cette option? Parce que moi, j'ai un portefeuille un peu fourni. Et si ça ne vous gêne pas, je peux vous l'envoyer. Je vais vous envoyer mon relevé. Pour que vous me conseillez sur les actions à liquider et pour conserver ceux qui ont d'avenir, quoi. Ok, vous croyez que vous pouvez le partager dans ce call? Je vais voir. Il faut que j'aille télécharger. Je vais télécharger ça, voir. Ok, Je suis pas sur mon ordinateur. Bon, c'est l'occasion, hein, parce que je n'ai souvent pas le temps. Comme j'ai du temps maintenant, je vais profiter pour ok, régler mes soucis. Je peux partager mon truc, il n'y a pas de problème. bien sûr, Vous ok, me donnez 5 minutes de temps de me connecter avec mon ordinateur. d'accord, Quelqu'un d'autre peut poser sa préoccupation le temps que je ne revienne. d'accord, ok. Donc, bonsoir, monsieur Aka. Bonsoir, monsieur Ali. Alors, donc, Oui, bonsoir. ok, donc, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions concernant la BRVM en général ou bien votre portefeuille de compte titre en particulier, allez-y, posez les questions, c'est le moment. Bonsoir à tous. Bonsoir, Moi, j'ai des questions. bien sûr. Bon, ma première question, j'ai commencé à acheter mes premières actions. Et l'action que j'ai achetée, c'est BOA Côte d'Ivoire. Ok. Et moi, ma question, j'aimerais savoir, quand vous parlez de la valeur intrinsèque de l'action, c'est le montant qui a été fixé lorsque l'action a été mise sur le marché primaire, c'est de ça que vous parlez ou c'est de quel coût que vous parlez? Ok, donc en réalité, ce que nous appelons valeur intrinsèque, ce n'est pas le coût à Hmm. la IPO, hein. Le coût à la IPO, c'est, comment dire, une entité tierce qui va déterminer, évaluer l'entreprise et dire, elle pense que ça vaut telle valeur. Ce que nous appelons valeur intrinsèque, Hmm. c'est la valeur à laquelle nous allons aboutir quand nous allons appliquer notre méthode de valorisation. Donc, je dis n'importe quoi. Hmm. Pour, je dis, Société Ivoirienne des banques, par exemple, moi, je peux appliquer une méthode de valorisation et aboutir à une valeur, une certaine valeur donnée que je vais appeler ma valeur intrinsèque. Et quelqu'un d'autre, un autre investisseur va utiliser une autre méthode de valorisation parce qu'il y en a plein de méthodes de valorisation et va aboutir à une autre valeur que lui-même va appeler sa valeur intrinsèque. Donc, en réalité, ce n'est pas une valeur fixe sur le monde, tout le monde s'entend. Et ça fait Mhm. sens. Les actions, ça n'a pas, comment dire, les mêmes valeurs pour tout le monde. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas autant de fluctuations sur le marché, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ok. J'ai une autre question. Le prix qu'on doit considérer lorsqu'on veut acheter une action, c'est le prix de la fermeture ou c'est quel coût on doit utiliser au fait lorsqu'on veut acheter les actions sur la BRVM? Le coût qu'on doit considérer. Ok, donc je prends ça du point de vue valeur intrinsèque alors. Donc,
Avant d'émettre votre ordre, vous êtes supposé avoir fait appliquer une méthode de valorisation pour aboutir à une valeur intrinsèque. Je dis n'importe quoi. Je dis que le coût, non, la valeur intrinsèque est de 1000 francs CFA. Donc, quand vous faites vos calculs, vous aboutissez à 1000 francs, vous aboutissez à 1000 francs CFA. Et que sur le marché, étant donné que c'est 7%, hein, je dis que c'est 1005 francs. Non, si c'est en pourcentage, c'est 50. Donc, je dis c'est 1050, d'accord? Sur le marché. Donc, les 1050, c'est supérieur à votre valeur intrinsèque de 1000 francs CFA. Ça veut dire que l'action en réalité est légèrement surcotée, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, ce que vous voulez faire dans ce cas-là, c'est attendre que le coût de l'action qui est actuellement de 1050, il descende en dessous des 1000 francs CFA. Donc, peut-être 950. Vous voyez? Encore que même dans ce cas, ce n'est pas encore très intéressant parce que l'acheter à 950, c'est assez proche de la valeur intrinsèque. En réalité, ce que nous voulons faire, nous cherchons une marge de sécurité. Donc, si la valeur intrinsèque est de 1000 francs, nous cherchons une marge, ça dépend hein, comment dire, de la version risque de chacun. Vous pouvez chercher une marge de sécurité de 30%. Donc, 30% en dessous des 1000 francs CFA, ça vous fait 700. Donc, si vous l'achetez à 700, vous ne pouvez pas passer cet ordre-là le jour où c'est en train de coûter à 1050 et espérer avoir ça le même jour le lendemain, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez passer votre ordre, mettre dedans que vous voulez avoir cette action à 700, mais vous donnez un horizon de 1 mois pour que l'ordre passe. Parce que dans votre ordre, vous êtes supposé indiquer la date d'expiration de l'ordre. Donc, vous pouvez indiquer, je veux telle action à 700, je veux telle quantité, d'accord? Mais mon ordre va expirer dans 1 mois. Donc, les traders de la SDI, ils ont tout le temps, hein, pendant 1 mois, de placer des ordres, si vous voulez, pour essayer d'avoir cette action-là à 700. Mais ce n'est clairement pas le jour, ça coûte à 1050, que vous pourrez l'avoir à 700, ou même le lendemain. Donc, la valeur intrinsèque dépend en fait de chaque personne, en fait, du risque de chaque personne, du niveau de risque. De la méthode de valorisation que chaque personne a appliquée pour déterminer la valeur intrinsèque. J'ai compris. Et bon, moi, je donne l'exemple de l'action que j'ai acheté. J'ai acheté BOA. Je l'ai acheté à 9790, une action. Est-ce que selon vous, c'est une bonne affaire? Ok, donc ça dépend. Ce qu'il faut voir en premier, c'est quelle est la valeur intrinsèque à laquelle vous avez abouti. Je suppose que vous n'avez pas vraiment fait un calcul à proprement parler avant d'acheter l'action, n'est-ce pas? Non, non. Ok, donc dans ce cas-là, c'est un peu difficile d'évaluer le truc. Donc, BOACI, c'est un grower. C'est pas un fast grower, mais c'est un grower. Si je ne me trompe pas, ça doit être en train de croître sur les 5 dernières années autour de 14% ou un truc comme ça. D'accord? Et donc, bon, moi, je fais un calcul tout simple. C'est la méthode de valorisation que moi j'utilise, par exemple, pour les growers, c'est la méthode du PEG. D'accord? Price to earning to growth ratio. D'accord? Et donc, ce que je veux, c'est avoir un PEG autour de 0,5 ou moins. D'accord? Donc, moi, je vais chercher à avoir l'action à un cours qui place le PEG à 0,5 ou moins. Donc, si le taux de croissance, donc si j'ai bien fait mes calculs et que je ne dis pas n'importe quoi, si c'est vraiment de 14%, pour avoir les 0,5 ou moins, il faut que le pair de l'action soit au plus de 7. D'accord? La moitié de 14, quoi, pour qu'on ait les 0,5. Donc, pour que le pair soit de 7, quel est le coût de l'action qui va placer le pair à 7 ou moins? Donc, je dis n'importe quoi, je vais peut-être essayer de partager. Dites-moi si vous voyez mon écran, je suis en train de partager une page Sika Finance. Non, non. Je ne vois pas d'écran. Ah oui, là c'est bon. Ok, donc vous pouvez voir que j'ai dit par exemple que je voulais l'action à un pair de 7 ou moins, s'il croit vraiment à 14%. Donc, là vous pouvez voir qu'au cours actuel, où c'est je crois c'est 7300, d'accord?
à 7300, le pair est de 5,45. D'accord? Donc, pour moi, en réalité, c'est déjà un bon deal. Si effectivement le taux de croissance est de 14%, comme je l'ai dit là. Donc, 5,45, c'est un bon deal. Je peux accepter jusqu'à 7. Donc, je peux juste faire le calcul pour dire si 7300, ça correspond à un pair de 5,45, quel coût de l'action correspond à un pair de 7? C'est une règle de 3. Et je fais la règle de 3, je sais exactement quel est le coût maximum auquel je peux payer cette action-là. Je ne sais pas si vous m'avez compris jusque-là. Non, j'ai pas bien compris. Si vous pouvez réexpliquer. Ok. Là, je suis en train d'ouvrir une calculatrice. Ok. Je vais arrêter le partage et partager tout le contenu du navigateur. Donc, dites-moi si vous voyez mon écran. Dites-moi. Oui, je vois votre écran. Ok. Donc, je commence depuis la supposition où on a dit que le taux de croissance de la banque sur les 5 dernières années, c'est de 14%. Donc, je suppose que c'est 14%. Et je veux que le PEG ratio, soit de 0,5 au plus. Donc, 0,5 ou moins. D'accord? Donc, je viens de constater qu'en réalité, et pour qu'il soit de 0,5, il faut un pair de moitié 14, donc 7. Je viens de voir que le pair en réalité est de 5,45. Donc je suis déjà dans la bonne zone. Je suis en dessous des 7. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est calculer le coût maximum auquel je peux encore acheter cette action-là. Donc je fais une simple règle de 3. Si 7300, actuellement c'est à 7300, ça correspond à un pair de 5,45. Quel coût correspond à un pair de 7? Donc c'est cette règle de 3 que je veux faire. Donc, je fais 7300 fois les 7 divisé par les 5,45 que j'ai actuellement. Règle de 3. Je trouve que c'est 9376. D'accord? Je dis 9380. Donc, ça veut dire 9380, c'est le coût maximum auquel je suis prêt à acheter BOACI si effectivement il croît à 14% sur les 5 dernières années. Mais les 7 là, c'est les 7 dernières années ou 7 prochaines années? Non, le 7, Le c'est un chiffre, c'est pair. que vous avez. Parce qu'on a dit, Le pair. oui, oui. Dans la méthode, on a dit on voulait un PEG de 0,5. La formule du PEG, c'est le pair divisé par le taux de croissance du résultat net sur les 5 dernières années. Vous avez compris la formule? Ok. Un peu quand même. Dans tous les cas, il y a dans la suite des modules de formation qu'on est en train de publier dans le groupe, il y a un module qui va porter sur l'évaluation des fast growers. Donc là, vous aurez le temps de bien digérer et de faire le devoir associé. D'accord. Maintenant, moi j'ai une autre question. Oui. Vu que moi c'est un investissement à long terme, à quel moment, bon, pour un investissement à long terme, on ne vend pas l'action. On ne fait que acheter seulement ou on vend au bon moment ou j'aimerais savoir en fait. Alors, si c'est un investissement à long terme, là, c'est comme toutes les questions de vente. Hein, c'est la question que vous voulez poser en fait, c'est mais à quel moment je vends mon action? D'accord? Et la réponse c'est pourquoi vous avez acheté l'action? Donc, vous avez acheté l'action parce que vous avez trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, peut-être les fondamentaux, peut-être le coût de l'action ou je ne sais pas. Donc, si c'est le coût de l'action, par exemple, vous savez dans quelle zone le coût était intéressant et vous savez aussi, par conséquent, dans quelle zone le coût de l'action n'est plus intéressant. Et donc, quand vous vous trouvez dans cette zone qui n'est plus intéressante là, bah, c'est le moment de vendre. Ou bien si c'est les fondamentaux, tant que les fondamentaux n'ont pas changé, bah, il n'y a pas raison de vendre d'action. Mais quand les fondamentaux ont changé, comme c'est le cas, c'est en train de se passer avec Société Générale là, par exemple, puisque l'actionnaire majoritaire est en train de partir, c'est tout le branding qui est en train de partir, c'est toute l'expertise du groupe Société Générale qui est en train de partir. Là, les fondamentaux ont changé, donc là, peut-être c'est le moment de partir. Ah, d'accord. Ok.
D'accord. Je pense que j'ai plus de questions. Ok. Merci. Merci à vous. D'accord. Moi, je n'ai pas une question particulière parce que je n'ai pas encore pris ma main en gestion libre. Mais j'aimerais bien que vous me parlez un peu de la fiscalité sur la BRVM. Parce que, bon, après les opérations, il fut un temps, j'avais appris que, comment on appelle, les impôts, bien, la fiscalité sur les marchés boursiers était, comment on appelle, considérable. Donc, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Je voulais faire une petite comparaison entre euh, les pourcentages qu'on perçoit sur les obligations et puis celui des épargnes. Ok. Là, vous parlez de retour sur investissement, pas des impôts et taxes que vous aurez à payer. Non? Oui, bon, je parle de retour sur investissement et de ce que la fiscalité va me prélever. Ok. Alors, donc, les obligations, je vais commencer par le retour sur investissement. Ça tourne là actuellement entre 5 et 8%. Donc, si je ne me trompe pas, il y a très rarement des obligations qui vont vous proposer 8% sur la BRVM, mais il y en a eu, d'accord? Donc, entre 5 et 8%. Donc, ça, c'est la plage. Retour sur investissement, les obligations. Et c'est annuel, d'accord? Donc, si on dit une obligation de, je dis n'importe quoi, de 25 ans par exemple, chaque année vous allez percevoir quelque chose entre 5 et 8%, ça dépend du taux auquel, enfin du taux qu'on a fixé sur toute la période, d'accord, sur les 25 ans. Et à la fin des 25 ans, vous allez récupérer votre capital, ce que vous avez acheté en obligation. Donc ça, c'est le retour sur investissement. Alors, l'IRVM, c'est, là je parle des impôts, hein, impôts et taxes. L'IRVM, c'est impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Là, je crois que vous êtes au Bénin, d'accord? Au Bénin, c'est de 5%, d'accord? Donc, nous, on est plutôt chanceux dans l'affaire. En Côte d'Ivoire, c'est de 15%, d'accord? Et D'accord. sur les transactions, c'est Africa vous en tout cas parce que ça va varier d'une SDI à une autre. C'est sur la transaction, sur une transaction, c'est 1,3% du montant. Donc, si je décide d'acheter des obligations, quoique les obligations, je n'ai jamais essayé, mais je vais parler des actions. Je suis presque sûr que c'est la même chose pour les obligations. Donc, si je décide d'acheter pour 1 million, d'accord, d'actions par exemple, si c'est 1 million là, la SGI, la BRVM, l'autorité de régulation, tous ces gens-là vont ensemble me prélever 1,3% si je suis à Africa Bourse. Dans d'autres SDI, ça va varier légèrement parce que le taux que la SDI va prélever va varier. Mais le taux de la BRVM et de l'autorité de régulation, ça c'est constant chez toutes les SDI. Donc ça c'est à la D'accord. vente, c'est valable à la vente comme enfin à l'achat comme à la vente. Donc si je décide de vendre encore, c'est pour 1 million de francs CFA, c'est la même chose. Ils vont me prélever encore 1,3%. Donc ça c'est les impôts et taxes. Pour tout investissement, ça dépend dans quelle action vous avez investi, à quel prix vous avez acheté et beaucoup d'autres paramètres. D'accord. Merci. Je pense que avec le temps, je vais beaucoup mieux comprendre. Ma deuxième question, c'est, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà fait l'expérience avec l'accréditation de son compte espèce, c'est-à-dire s'il y a possibilité de faire ça euh, depuis sa banque sur son compte espèce directement. Alors ça, je ne crois pas que ce soit encore possible, d'accord? Donc ce que la plupart des SDI vont vous proposer, c'est la SDI aura un compte hein, domicilié chez une certaine banque. Donc ils vont vous donner les coordonnées bancaires. Vous allez faire le dépôt à la Oui. banque, vous allez recevoir une quittance que vous allez envoyer à la SDI. Et c'est comme ça qu'ils vont créditer le compte. Mais Africa spécialement, ils ont des caisses. Vous pouvez aller à la caisse et faire le dépôt directement à la caisse. Et là, le compte est crédité sous 3 jours. D'accord. Merci. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des clubs d'investissement, c'est-à-dire ceux qui se font par des OPCVM là? Alors, club d'investissement, c'est il y a des organismes qui collectent des fonds hein, pour essayer d'investir pour vous.
Donc, effectivement, c'est les SGO, sociétés de gestion d'OPCVM, et ça, c'est bien régulé. Mais il y a aussi des gens qui mettent leur épargne en commun pour investir sur le marché. Ça, ce n'est pas du tout régulé. Si quelque chose se passe, l'autorité de régulation ne pourra rien faire pour vous dédommager. Ça, il y en a sûrement, mais je ne sais pas quelle ampleur ça a sur la BRVM. D'accord. D'accord. Merci. Moi qui vous remercie. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur J'ai Moustapha. une question. Ouais, Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? oui, Ok, donc j'avais une question concernant la partie, pour la partie rente. Tout ce oui. qui est dividende, à partir de la date où l'action cote ex-dividende, si je vends l'action une journée avant cette date, qui gagne? C'est le vendeur ou l'acheteur? Alors, je crois que c'est les cas qu'il faut respecter en général sur la BRVM, c'est entre 2 et 3 jours. Donc, c'est, je crois que ça a un nom là. Il y a la date S-dividende et 2 ou 3 jours avant, c'est précisé dans l'annonce de dividende, dans ce document-là, c'est date de fermeture de registre, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un nom comme ça et ils vont vous préciser la date. En réalité, c'est généralement 2 ou 3 jours avant la date S-dividende. Donc, si vous faites votre opération la D'accord. veille, ça ne suffit pas. Donc à la veille, c'est l'autre qui C'est l'a, trop c'est ça? tard, ouais. Ok, si c'est le jour où l'action cote ex-dividende, là c'est sûr, hein? Là aussi, c'est trop tard. Ah oui, le jour où l'action cote ex-dividende, la Oui. date. Donc, je prends un exemple. Que vous avez, Mhm. je sais pas, je parle de Société Générale. Et ça doit payer les dividendes un jour J. D'accord? Et vous voulez Oui. vendre l'action avant que ça paye les dividendes ou pendant que c'est en train de payer les dividendes. Donc, si vous vendez l'action pendant que c'est en train de payer les dividendes, c'est vous qui recevez les dividendes le jour J. D'accord? Mhm. Mhm. Si vous vendez ces actions un jour avant, c'est toujours vous qui recevez les dividendes. L'acheteur ne va pas recevoir les dividendes. Mais Mhm. si vous vendez l'action le jour J-2, ça dépend. La date de fermeture des registres, est-ce que c'est le jour J-2 ou le jour J-3? Je suppose d'abord que c'est le jour J-2. Si c'est le jour J-2, ça veut dire que là, si l'acheteur achète là, c'est lui qui va recevoir les dividendes et pas vous. Donc la date de fermeture des registres, Oui, c'est c'est ça. le jour où l'action cote ex-dividende. Non, c'est pas ce jour-là. C'est deux dates différentes. Mhm. Donc, je vais peut-être reprendre avec la définition. Ce qu'on appelle date Oui. S-dividende, c'est la Mhm. date où la BRVM va déduire le montant du dividende du cours de l'action. Donc, vous allez voir des fois, Oh. si vous surveillez les variations de l'action, vous allez voir, il y aura une action la variation sera de peut-être moins 9%, un truc comme ça. Ça, normalement, c'est pas Mhm. normal. Sur la BRVM, c'est limité à moins 7,5% à la baisse. Mhm. Pourtant, des fois, vous allez voir des trucs moins 9%. En réalité, c'est parce que ce jour-là, l'action a payé ses dividendes. Et donc, la BRVM, si, je dis n'importe quoi, si la valeur de l'action c'était de 1000 francs et qu'ils décident de payer les dividendes de 100 francs, la BRVM va passer le coût de l'action de 1000 francs à 900 pour enlever les 100 francs de dividendes du coût de l'action. Et vous allez vraiment voir la baisse. Mais la baisse ou la montée, c'est les acheteurs et les vendeurs qui définissent ça. Le, le, Après, la distribution de c'est, dividendes aussi. C'est pourquoi vous allez voir dans le groupe qu'on fait souvent le débat, la distribution de dividendes est une opération neutre ou pas. Parce que le jour où ça cote S dividende, la BRVM enlève vraiment les dividendes du cours de l'action. C'est pas que. Parce que dans le cas où non, quand vous avez moins je 9%, suis d'accord, mais eux c'est les gens qui définissent ça. Supposons on prend l'action de Sonatel. mhm, On dit le 25, l'action cote ex-dividende. oui, Le 27, la Sonatel paye la dividende. L'action est à peu près, c'est pas 18 000. mhm. À partir du 25, là, c'est sûr que les gens vont commencer à proposer des prix à 16 500, sachant qu'ils payent 1500. C'est bien ça. Oui. C'est les gens même qui définissent, qui disent qu'à partir du 25, comme l'action a coté ex-dividende, au lieu d'acheter à 18 000, maintenant, ils achètent à 16 500. Non, ça, c'est pas vrai. Donc, Je expliquais moi. voilà. Donc,
Monsieur Serre, on va peut-être apporter des explications. Laisse-moi finir ce paragraphe-là rapidement et je vous donne la parole. Donc, le jour où sa cote S dividende, la BRVM Oui. va enlever le montant du dividende du cours de l'action. Donc ça va faire chuter le cours de l'action du montant du dividende. Ça, c'est la première chose qui va arriver. La seconde chose, oui, il y a les investisseurs derrière qui vont sortir aussi de l'action parce qu'ils ont maintenant reçu leur dividende ou consort. D'accord? Eux, ils sont déjà satisfaits, ils vont quitter l'action. D'accord? Et peut-être des long-termistes qui voulaient de l'action de cette action pour le long terme, ils vont commencer par rentrer. Donc, ça va être deux choses différentes. La BFM va vraiment lever le coût de l'action, enfin, le montant du dividende du coût de l'action. Et ceux qui sont intéressés par l'entreprise ou non vont vendre, acheter. Et ça aussi, ça va faire baisser potentiellement le coût de l'action sur la journée. Donc, les deux se passent. Mais dans tous les cas, le montant du dividende est enlevé du coût de l'action par la BRVM. Ça arrive toujours. Ce n'est pas que les investisseurs qui font tomber le coût de l'action. Et en réalité, c'est cette opération-là, comment on dit, c'est à cause de cette opération-là qu'on dit S-dividende. Parce que l'action cote S-dividende. Parce qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place par la BRVM pour vraiment s'assurer que les dividendes, ça quitte le cours de l'action. S-dividende. Maintenant, je vais laisser la parole. Oui, parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils annulent toutes les ordres antérieurs et ils laissent les gens se repositionner à un prix, sachant que ceux qui achètent ne vont pas profiter de ces dividendes. Donc, ceux qui achètent qui ne vont pas profiter de ces dividendes, forcément, ils achètent à l'action de la veille moins la dividende dessus. C'est ça qui fait cette décote. Et ils enlèvent, je suppose, hein, je suis pas un expert, je suppose qu'ils enlèvent un peu les plus ou moins 7%, comme ça, on est équipé à peu près 8, 9, 10%. Bah, ça, c'est ma compréhension. Mais comme vous dites, peut-être que on va dire que c'est ce qui est. Ce qui est. Monsieur Saint, vous voulez compléter quelque chose? Merci beaucoup. Non, c'est juste renforcer un peu ce que vous avez dit. En fait, la BRVM déduit, c'est mécanique en fait. Si on coûte 1000 francs, le jour S dividende, si la dividende c'est 200, le jour S dividende, les 200 sont enlevés des 1000 francs. Donc le jour là, l'action commence à 800 et maintenant, en fonction de l'offre et la demande, ça peut baisser ou ça peut varier. Mais le jour là, l'action ne commence pas par 1000 francs. Ça commence par la valeur moins la valeur de la dividende en fait. Donc c'est juste mécanique. C'est mécaniquement quoi que ça s'applique sur la BRVM. Ok. Merci. Je voulais faire un commentaire sur la présentation du portefeuille de M. Kwasi, M. Hubert. Comme vous l'avez dit, il y a trop de lignes dans le portefeuille. Et l'inconvénient, c'est comme vous l'avez dit, en fait, l'objectif pour diversifier, on n'a pas besoin de, je dis n'importe quoi, 20 000, non. Il faut peut-être réduire parce que si vous avez beaucoup, le gain, les plus-values sur une action vont être annulées par d'autres actions. Et au fond, vous n'allez pas, enfin, votre portefeuille ne va pas vraiment progresser, en fait. Alors que si vous vous concentrez sur je dis n'importe quoi, il n'y a pas un autre exemple, mais si vous vous concentrez sur un nombre minimum de lignes et que vous avez bien évalué, que vous avez bien analysé le potentiel, vous avez vraiment bien analysé, vous les sélectionnez, vous êtes sûr que ça va, enfin, que l'action va croître et vous aurez de plus-value. Mais ce que j'ai vu, les clones aussi, c'est vraiment beaucoup. Peut-être qu'il faut vous asseoir et réévaluer votre stratégie et en fonction de ça, réduire complètement les liens, en fait. Parce que là, c'est comme si vous accumulez toute la variation, toute la variation de la BFM. J'imagine que vous devrez avoir peut-être plus de 10 ou bien 20, je ne sais pas. Mais c'est un peu trop, en fait. D'accord, merci pour la remarque. Ok.
J'ai une question par rapport à son portefeuille. Est-ce que si monsieur actuellement décidé de réduire son portefeuille à 12 actions de qualité au niveau de la BRVM, est-ce que ce serait pas sur les 46? C'est-à-dire, il essaye de prendre les 25%, 12 maximum. Peut-être qu'il se dit, OK, 6 actions de rente et 6 actions fast grower et growers moyen. Est-ce que ce serait une bonne stratégie de rente et peut-être aussi de rente et ou de plus-value? Donc, en réalité, moi, je croyais qu'il y a un écho. Ok. Donc, tout dépend en réalité de votre aversion à la volatilité. Donc, vous allez voir, moi, par exemple, mon portefeuille, je n'ai qu'une seule action et ça ne me gêne pas. D'accord? Je peux avoir sur une journée une variation de 500 000 francs CFA. Ça ne me gêne nullement. Donc, Sans être indiscret, c'est quelle action? Excusez-moi. Coris Bank. OK. Donc, en réalité, tout dépend de l'aversion au risque de l'investisseur, à la volatilité. Donc, si la volatilité ne vous fait pas peur, concentrez-vous le plus possible. Et j'aime souvent revenir sur les citations de Warren Buffett. Il dit, la diversification, c'est la protection des ignorants sur le marché. Donc, si vous ne savez pas ce que vous faites, le mieux, c'est de vous diversifier. D'accord? Parce que pendant que des actions chutent, d'autres sont en train de monter, ils vont compenser. Votre capital est préservé. Mais en même temps, ça limite votre croissance. Vous n'irez nulle part. Vous allez juste répliquer le marché en réalité. D'accord? Vous irez au même rythme que le marché. Plus vous êtes diversifié, plus votre portefeuille va refléter en réalité le marché. D'accord? Donc, si vous ne savez pas ce que vous faites, ça, c'est la meilleure des stratégies. Mais si vous savez ce que vous faites, autrement dit, si vous savez, vous avez de la conviction sur une action, par exemple, comme moi, j'ai de la conviction sur Coris Bank, la stratégie à adopter, c'est de vous concentrer sur les actions pour lesquelles vous avez cette conviction-là. D'accord? Et donc, je reviens aux 12 lignes, par exemple. Pour moi, 12 lignes sur la BRVM, c'est beaucoup. Et je dis ça pourquoi? Parce que là, actuellement, sur le marché, il doit y avoir 45 ou 46 entreprises. Avoir 12 lignes, c'est avoir 25% des entreprises qui sont cotées sur le marché. Ça ne fait pas sens. Donc, je vous donne peut-être une référence. C'est sur le New York Stock Exchange, il doit y avoir environ 2600, la dernière fois que j'ai cherché, si je ne me trompe pas, 2600 entreprises qui sont cotées sur le New York Stock Exchange. Donc, imaginez quelqu'un qui a 25% ou 20% des, enfin, 20, ok, faisons le calcul. Donc, 26%, si la personne a 26 lignes même, ce serait juste 1%. D'accord? Donc, il faut avoir 260 lignes pour que ça fasse 10%. Et il faut avoir 2 fois plus pour que ça fasse, donc ça fait dans les 520. D'accord? Donc, si la personne doit avoir la même stratégie que vous avez sur la BRVM et avoir 20%, je ramène à 20%, 20% du marché dans son portefeuille, ça lui fait 520 lignes. Vous imaginez ce que ça représente? 520 lignes sur le New York Stock Exchange. C'est juste aberrant. Ça veut juste dire en réalité que vous ne savez pas vraiment ce que vous achetez en réalité. D'accord? Et donc 12 lignes qui fait 20 ou 25% sur le marché, ça encore c'est trop. D'accord? Pour moi, la limite, ce serait 5 actions, 5 lignes. D'accord? Et moi, personnellement, j'ai pris comme décision, par exemple, que sur la BRVM, je n'aurai jamais plus de 3 lignes dans mon portefeuille. D'accord? Ça, c'est moi. C'est à cause de mon aversion à la volatilité et au risque. Mais ensuite, chacun doit déterminer quelle volatilité elle est prête à supporter ou pas. Mais 12 lignes, c'est trop. Je trouve que 5 lignes, ça vous va déjà beaucoup pour vous diversifier sur le marché. Et comme M. Sayon le disait, la diversification, ce n'est pas seulement le nombre de lignes. La diversification, si c'est changer de pays. Donc, si vous avez trop d'actions de la Côte d'Ivoire, essayez de prendre des actions de Burkina Faso ou des actions du Sénégal pour varier. C'est le pays. C'est aussi le secteur. Si vous avez trop d'entreprises bancaires, variez, allez dans l'industrie, ou bien allez dans l'agriculture, variez. Donc, ce n'est pas que le nombre de liens en fait qui aide à établir de la diversification dans le portefeuille. Oui, M. Sayon. Je voulais insister sur le fait que si vous avez 12 lignes, ça suppose que vous compreniez, vous aviez analysé ces 12 entreprises, vous comprenez leur potentiel, vous savez où est-ce qu'ils vont et est-ce qu'ils s'adaptent à votre stratégie. Est-ce que vous êtes en train de faire une rente ou pas? Donc, si vous voyez
une entreprise qui répond à votre critère de rente, ce n'est pas la peine d'aller choisir 10 entreprises pour répondre. Non, prenez la première entreprise qui répond assez et investissez à fond sur ça. Simple. Au lieu de vouloir chercher, je dis n'importe quoi, pour la rente, si votre rendement minimum c'est peut-être 10% ou bien 8% ou 9%, vous allez sélectionner les entreprises qui donnent qui ont un taux de rendement de 10%. Ils ne sont peut-être pas nombreux. Donc, vous vous concentrez sur cette seule ou deux meilleures entreprises, en fait. Et vous vous concentrez sur ça. Parce que se concentrer vous permet d'analyser vraiment à fond l'entreprise, connaître ses perspectives, connaître, voilà. Mais 12 entreprises, je me dis, bon, je sais pas, je me dis c'est peut-être un peu trop. Ok. Donc, ce qu'il dit, ça fait complètement sens, hein. Toutes les lignes que vous avez dans votre portefeuille, vous devez pouvoir justifier pourquoi vous avez acheté l'entreprise, qu'est-ce que vous espérez de l'entreprise. Peut-être que vous pouvez avoir fait une étude derrière pour déterminer la valeur intrinsèque et tout ça. Donc, avoir 12 entreprises, ça demande de faire tout ce travail-là pour les 12. Et chaque fois qu'il y a des changements dans la vie de l'entreprise, vous devez pouvoir revenir en arrière et refaire votre évaluation pour les 12 là. Donc, en réalité, plus vous avez de lignes, plus ça demande du travail pour suivre le portefeuille. D'accord? Donc, ça, c'est un aspect à prendre en compte. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la BRVM en général ou votre portefeuille en particulier? N'hésitez pas, c'est le moment. C'est d'ailleurs le seul moment à part les séances de coaching où on échange. Donc, Une dernière question pour moi. oui. Entre BOA Burkina et BOA CI, quelle est l'action actuellement qu'il faut absolument acheter pour une stratégie de fast growers, de growers? Ok. Donc, comment dire, la précision que vous avez apportée elle est très importante parce qu'aucune de ces deux actions-là n'est un fast grower en réalité. Donc, un grower, oui. Là, Mhm. dites-moi si vous voyez mon écran, on va essayer de faire les calculs ensemble. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Alors, donc je vais faire ça. Ok. Donc là, c'est BOACI. Et là, je vais mettre BOA Burkina Faso. BOA Burkina Faso. Et donc, en réalité, pour savoir quelle action est plus intéressante que l'autre dans ce cas, étant donné que les deux, c'est des growers, c'est la question, ça revient à quelle action a la plus grande croissance. Et donc, croissance du résultat net sur les 5 dernières années. Et donc, ça, c'est un calcul qu'on va faire là tout de suite. Et donc, je vais dans l'onglet Société. Ça, c'est la page qui m'intéresse le plus sur ce site-là, Tika Finance. Alors, et donc, voilà, ça c'est BOACI. Et donc, sur les dernières années, 2019 à 2023, le résultat net, vous pouvez voir qu'il a bondi de 14,4, j'arrondis, 14,4 milliards à 26,1 milliards, j'arrondis aussi. D'accord? Et donc, je vais faire le calcul. Pour faire le calcul, c'est juste une variante de la formule des intérêts composés. Donc, je fais les 26 milliards divisé par 14,382. Et donc, le D'où gain net, sortent les 26 milliards? les 26 milliards, c'est ici. Le résultat en D'accord. 2023. Oui, OK? Et donc, les 14 milliards, c'était le résultat en début de période, en 2019. d'accord. Donc, je fais ça,
puissance 1 sur la période. Donc, c'est 2019 à 2023. Là, dans la formule, on utilise l'année de fin moins l'année de début plus 1. Donc, ça fait 4 ans plus 1, ça fait 5 ans. Donc, 1 divisé par cette période-là. Je dois ouvrir une parenthèse d'abord. Là. 1 divisé par la période. Voilà. Et je fais le tout moins 1. Ça, j'applique juste une variante de la formule des intérêts composés. Et je trouve que la croissance moyenne du résultat sur les 5 dernières années, c'est de 12,64%. D'accord? Et donc, je reviens sur... il y a quelqu'un tout à l'heure, on parlait de BOACI, on parlait du taux de croissance et je disais 14%. Donc là, on vient de calculer, c'est 12,63 plutôt. D'accord? Donc, par rapport au 7 dont on a parlé, c'est pas 7 qu'il faut utiliser, c'est la moitié des 12,63. Donc, c'est plutôt 6 et quelques. D'accord? Et donc, ça, c'est BOACI. Je reviens sur BOA Burkina Faso. Et ici, on a quitté 18,5 pour 29,063. Donc, je fais le même calcul, c'est 29,063 divisé par 18,511 puissance 1 divisé par 5, ça va faire 0,2, je fais moins 1 et je fais ça. Et lui, il fait 9,44. D'accord? Donc, on a BOA Burkina Faso qui est en train de croître à 9,44% là, son résultat net sur les 5 dernières années. Et BOA Stay qui est en train de croître à 12,64% sur les 5 dernières années. D'accord? Et donc là, actuellement, BOA Stay a une croissance légèrement supérieure à la croissance de BOA Burkina Faso sur les 5 dernières années. Donc, ça, c'est un premier facteur. Si vous voulez utiliser la formule la méthode de valorisation le PEG ratio, vous allez comparer ces deux taux de croissance au pair de l'action. Donc, ça, c'est un truc qu'on peut faire aussi en même temps. Donc, ce que vous voulez faire, c'est faire le pair divisé par le résultat qu'on vient d'avoir pour avoir le PEG ratio. Donc, là, c'est 5,45. 5,45 divisé par le taux de croissance en pourcentage. Donc, c'est 12,63-64%, mais en réalité, pour faire le calcul, c'est 12,64 tout simplement qu'on va retenir sans le pourcentage. Donc, ça fait 5,45 correspond à quoi? Excusez-moi. C'est le pair ici. D'accord, ok. Le pair de 2023. Ok, super. Oui. Donc, 5,45 divisé par 12,64. 5,45 divisé par 12,64. D'accord? Il me fait 0,43. Donc, ça, c'est déjà bien. C'est que le PEG, il est en dessous de 0,5 comme je le disais tout à l'heure. Donc, un PEG de 0,5 ou en dessous, c'est bon. Au-dessus, c'est pas un si bon deal que ça. Donc, je reviens faire la même chose pour BOA Burkina Faso. Là, on a 5,52. D'accord? Donc, je fais 5,52 divisé par 9,44. 5,52 divisé par 9,44. Et là, il fait 0,59 si j'arrondis. Donc, il est un peu au-dessus des 0,5. Donc, pour BOA Burkina Faso, peut-être vous voulez attendre que le coût descende un peu plus. D'accord? Pour que le PEG lui-même il descende. Donc, là, clairement, si vous voulez utiliser la méthode de valorisation du PEG, BOACI est beaucoup plus intéressant que, comment il s'appelle? BOA Burkina Faso pour le moment. Parce qu'on a 0,43 contre 0,58, 0,59. Ok. Donc voilà. Comment je peux estimer, par exemple, la valeur intrinsèque de BOACI actuellement, à partir d'un bilan ou d'un état financier? Ok, donc la valeur intrinsèque, ça dépend de la méthode de valorisation que vous êtes en train d'utiliser. Donc, si vous êtes en train d'utiliser cette méthode dans la méthode du PEG, par exemple, c'est un calcul facile à faire. Donc, c'est BOACI, vous avez dit, hein? Oui. Alors, donc on est là. Donc, là, on a trouvé un PEG de 0,43. D'accord?
Donc, un prix juste au BOACI, c'est un prix qui place le PEG à 1. Donc, en réalité, pour que le prix soit juste, selon la méthode du PEG, il faut que le PEG soit 1. Et donc, les 0,5 qu'on cherchait, c'était une décote par rapport à ce prix juste-là. Donc, on voulait l'acheter à moitié prix ou moins. D'accord? C'est pourquoi on visait les 0,5. Donc, la question qu'on se pose, si on veut trouver le prix juste, qui est la valeur intrinsèque, c'est quel est le prix de l'action qui va placer le PEG à 1. Donc, pour placer le PEG à 1, ça c'est un calcul facile. Je fais une simple règle de 3. Je dis le coût actuel. Donc, je vais revenir ici. Le coût de l'action. Donc, voilà, c'est 7300. Donc, 7300 correspond à un PEG de 0,43. Donc, quel coût qui est le prix juste correspond au PEG de 1. D'accord? Donc, ça, c'est un calcul facile à faire. Je fais les 7300 fois les 1, qui en réalité, ça va faire encore 7300, mais je fais ça pour la forme pour que vous voyez bien la formule, divisé par les 0,43 pour avoir le prix juste. D'accord? Et là, vous voyez que ça fait 16 900, j'arrondis, je dis 980. 16 980 pour avoir un PEG de 1. Actuellement, c'est ça la valeur intrinsèque de BOACI. Oui, si vous utilisez la méthode du PEG. Quelqu'un qui utilise une autre méthode qu'on utilise par exemple, c'est la méthode du sticker price. Et donc, il y a plusieurs méthodes comme ça, hein, mais moi, j'aime utiliser les méthodes les plus faciles. Parce qu'en bourse, ça ne sert à rien de compliquer les choses. Comme on dit, c'est garbage input, garbage output. Plus vous mettez des inputs qui ne sont pas corrects, les outputs ne seront pas corrects non plus. Donc, ce n'est pas la complexité de la formule qui va changer quelque chose. Et donc, la méthode du sticker price, si vous utilisez cette méthode-là, vous n'aurez pas la même valeur intrinsèque. Vous aurez peut-être un truc de 20 000 ou peut-être un truc de 15 000, mais ce sera un peu différent, ouais. Donc, tout dépend en réalité de la méthode de valorisation, comme on le disait tout à l'heure. Ok, entendu. Merci pour les explications. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Ouais. Pour les obligations, lorsque on met une période on dit l'obligation coûte 10 000 et la période ça commence de 2024 et ça finit en 2030 et le taux d'intérêt est de 5,64% comme ça. La rémunération est faite chaque année ou bien c'est après la période donnée? C'est chaque année. Donc, les 5, Chaque année. ouais, 5, je sais pas, je dis 5,65. Les 5,65 vous sont Mhm. versés chaque année 2020. Non, si c'est en 2024, la période d'anniversaire qui suit, ce sera en 2025. Donc, 2025, vous aurez 5,65% du capital investi. 2026, 2027, 2028 jusqu'à 2030 où ça expire. En 2030, Ah, d'accord. à la période d'anniversaire, vous aurez le dernier coupon, donc les derniers 5, et quelques. Et quand l'obligation sera clôturée, vous aurez votre capital investi en plus. Ah, d'accord. Est-ce que selon vous, c'est une bonne affaire ou... Alors, tout dépend. Si vous pensez que vous pouvez faire mieux avec les actions, mieux que 5,65%, donc ce n'est pas une bonne affaire. Le mieux, c'est d'aller gagner plus avec les actions. Mais si vous pensez que vous ne pouvez pas gagner plus avec les actions, parce que peut-être vous manquez de formation ou consort, le mieux, c'est de vous rabattre sur les obligations, le temps de vous former correctement et d'attaquer les actions. D'accord. Et maintenant, le site de Sika Finance, pour avoir accès au site là, on paye mensuellement un montant de combien si vous avez... Alors, par exemple, pour toutes les données qu'on a eues là pour faire nos calculs là, tout ça c'était gratuit. D'accord? C'est la partie payante, les prix, je n'ai pas les prix en tête, mais si vous voulez avoir, comment dire, par exemple, arriver à filtrer les entreprises suivant un certain ratio,
ou ce genre de fonctionnalité avancée là, c'est là seulement qu'il faut payer. Sinon, tout ce que j'ai observé dans ce call-là, c'était gratuit. Donc, Ah, d'accord. comment dire, dans tous les cas, ce ne sera pas très loin des abonnements de Rich Boost. Rich Boost, je crois que là, 3 mois actuellement, c'est à 22 000 francs CFA, et ainsi de suite. Donc, il y a 6 mois et 1 an, si je ne me trompe pas. D'accord. Merci. Merci à vous. Alors, d'autres questions? Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va s'arrêter là pour le webinaire d'aujourd'hui et on se donne rendez-vous pour les séances de coaching dans la semaine. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on ne clôture. Ok. C'est par rapport à Coris. Je ne conteste pas le fait que Coris soit disons la seule l'entreprise qui a la plus forte croissance sur le marché. Mais le problème de notre marché, c'est que cette croissance ne se reflète pas forcément dans le coût de l'action, parce que notre marché aime beaucoup les dividendes. Et vu que le taux de distribution de dividendes de Coris n'est pas très élevé, je pense qu'il doit être autour de 34%, ça ne se reflète pas en fait sur le coût. Mais en achetant Coris, c'est en espérant que d'ici quelques années, d'ici l'horizon qu'on s'est choisi, le coût de bourse va augmenter. Donc, quand la personne va vouloir vendre, il va pouvoir récupérer. Mais est-ce qu'on a une garantie que d'ici là, Coris va pouvoir augmenter son taux de distribution et le coût de l'action va suivre? Ou est-ce que... Parce que tant que Coris ne va pas faire ça, ça va continuer, toujours pas planer, ça va pas trop bouger, en tout cas, ça va pas bouger significativement. Le coût de l'action ne va pas bouger. Donc, dans cette perspective, je me pose la question, bon, c'est vrai, ça a des fondamentaux solides, mais quel est alors l'intérêt pour nous investisseurs qui espèrent avoir parce que c'est en vendant à un coût intéressant que nous, on peut récupérer on peut avoir de plus-value. Mais si les croissances, les fondamentaux ne se reflètent pas à cause de cette histoire de politique de partage de dividendes, quel est notre intérêt en fait sur Coris? Je voulais soumettre à votre appréciation pour qu'ensemble on puisse échanger autour. Ok, alors ça c'est une question très intéressante. Et en réalité, pour répondre à cette question-là, on va essayer de diviser ça en deux parties. Donc, il y a généralement ceux qui vont poser la question de savoir, en fait, la question derrière la question, une première question derrière la question, c'est est-ce que le marché est efficient? Et efficient, ça veut dire, est-ce que la croissance que font les entreprises, ça se reflète vraiment sur les coûts de bourse? C'est ce que ça veut dire. Donc, est-ce que le marché est efficient? Et la deuxième question derrière la question, c'est est-ce que l'entreprise en question pourra arriver à distribuer, à augmenter son taux de distribution pour que ça se reflète en bourse? Donc, est-ce que l'entreprise a ce pouvoir-là pour augmenter son taux de distribution? Je vais commencer par répondre à cette deuxième question parce que c'est la plus facile. Ça, c'est un no-brainer. La réponse, c'est oui. Donc, il n'y a qu'à aller voir les états financiers de Coris Bank, voir ce qu'ils ont en réserve pour voir qu'en réalité, s'ils payent 4% ou 5% actuellement, c'est parce qu'ils ont décidé de payer 4% ou 5% et non pas parce qu'ils ne peuvent pas. D'accord? Ça, c'est un truc facile à vérifier. Allez juste voir les réserves. Donc, ça, c'est la première et la seconde question plus facile à répondre. Maintenant, à la première question, est-ce que le marché est efficient? Est-ce que la croissance que font les entreprises sur le marché, ça se reflète vraiment? La réponse encore, c'est oui. Comme le dit Warren Buffett, c'est tous les marchés sur le court terme ou sur le moyen terme sont inefficients. Les marchés sont efficients seulement sur le long terme. Donc, je viens de définir l'efficience, ce que ça veut dire. Est-ce que la croissance se reflète vraiment sur le cours de bourse? Et donc, comme Warren Buffett le dit, il dit sur le court terme ou sur le moyen terme, les marchés boursiers se comportent comme des machines de vote, c'est-à-dire laissées à l'humeur des votants, des participants, des traders, vous voyez, ou à l'humeur de ceux qui courent derrière les dividendes. Mais sur le long terme,
et je le paraphrase toujours, les marchés financiers, les marchés boursiers se comportent comme des pèse-poids, des machines à peser. Si l'entreprise pèse 30 kg, sur le cours de bourse, vous verrez 30 kg, pas 31 kg, pas 29 kg. Donc oui, les marchés financiers sont complètement efficients sur le long terme. Donc pour voir la croissance que font les entreprises, ce n'est pas cette année, ce n'est pas l'année prochaine, d'accord? C'est dans 5 ans, c'est dans 7 ans, c'est dans 10 ans pour évaluer si le marché a été efficient ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, je suis d'accord, mais le long terme, bon, ça dépend de l'objectif de... Bon, anyway, on va peut-être continuer la discussion off, vous et moi. Non, justement, je n'aime pas faire des discussions en solo avec une personne. Parce que ça ne profite pas au grand nombre. Je vais peut-être vous dire des choses et après, derrière, personne d'autre ne sera au courant. Ok. Non, je suis d'accord hein, mais si je regarde un peu l'actualité, je vois que Coris, je veux dire Coris International, le groupe, est en train de s'étendre en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Ils ont récemment acquis Société Générale au Tchad. Ils sont dans une vision d'expansion et j'ai regardé un peu leur plan stratégique. Je pense ce qu'ils ont actuellement fini l'année prochaine, 2020. Bon, je n'ai pas de perspective qui puisse me rassurer que d'ici 5 ans, ils vont peut-être changer. Ils vont peut-être changer leur politique. Il n'y a pas vraiment de... Peut-être que dans le nouveau plan stratégique qu'ils vont faire, peut-être qu'ils vont réajuster les choses. Mais actuellement, je ne sais pas, d'ici peut-être 3-4 ans, ils sont toujours en expansion, en fait. Ils sont toujours en train de se solidifier. Donc... Et puis, l'AES, la guerre au Burkina, pour le moment, ils sont solides. Bon, espérons que la guerre va s'améliorer. Mais anyway, en tout cas, j'ai cette crainte-là. Je me dis, bon, peut-être qu'il y a mieux. Je veux dire, il y a d'autres entreprises où on a une vision assez claire, où on peut se positionner que Coris. Je ne conteste pas, Coris a les meilleurs fondamentaux en termes de croissance. Mais bon, l'horizon 7 ans, 10 ans, personne ne sait ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont vouloir, ou ils vont changer, ou ils vont vendre, je ne sais pas. Bon. Voilà. Ok, donc je ne sais pas, dans votre speech, j'ai eu tellement d'idées que je ne sais même plus si je pourrais commencer par retracer tout ce qui m'est passé par la tête. Donc, la première chose que je veux dire, c'est l'entité qui est cotée en bourse, ce n'est pas la holding, ce n'est pas la société, mais c'est Coris Bank Burkina Faso. C'est uniquement la filiale du Burkina Faso. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est, et j'ai compris que vous l'avez compris aussi, vous n'investissez pas dans Coris Bank pour essayer de gagner dans 4 ans ou même dans 5 ans. C'est vraiment un truc sur le long terme. Donc, c'est pourquoi j'aime dire aux gens de vraiment savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Si c'est de la rente ou si c'est de la croissance. Parce qu'il ne faut pas acheter, et je l'ai déjà déconseillé à plein de personnes en séance de coaching, il ne faut pas acheter Coris Bank et espérer des dividendes. C'est un non-sens. D'accord? Donc, pour ceux qui visent les dividendes, ce n'est pas Coris Bank qu'il faut acheter. Je vous le déconseille vivement. D'accord? Mais pour ceux qui sont là pour les plus-values, pour la croissance et sur vraiment du long terme, c'est peut-être Coris Bank. Si vous n'avez pas un problème avec l'AES. D'accord? Et voilà, un autre truc qui m'était venu à l'esprit, c'est ce qui fait, je reviens encore sur une citation pour que ça ait tout son poids. C'est comme Henry Ford disait, et comme Warren Buffett va le répéter plus tard, c'est nous achetons des actions quand il y a du sang dans la rue. C'est pas moi qui le dis. C'est Henry Ford, c'est Warren Buffett qui l'ont dit. D'accord? Ça veut dire littéralement quand quelque chose est en train de mal se passer. Parce que quand quelque chose est en train de mal se passer, c'est là que les investisseurs vont paniquer. C'est là que le cours de l'action va se retrouver à des niveaux ridiculement bas. D'accord? Et donc, tout le monde sait, sur quel marché financier, tout le monde sait qu'il faut acheter l'action quand c'est ridiculement bas et vendre quand c'est ridiculement haut. Mais pourquoi la plupart des gens ne suivent pas ça? C'est parce que quand c'est ridiculement bas, quand le cours de l'action est ridiculement bas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui justifie que ce soit ridiculement bas. Comme dans le cas de Coris Bank, par exemple, le contexte sociopolitique ou bien sécuritaire
de la banque. D'accord? Et donc, peu importe, dans tous les cas où vous aurez un bon deal parce que le coût est ridiculement bas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui justifie que le coût est ridiculement bas. Et c'est cette chose-là, cette raison-là, qui est négative, c'est ça qui fait que c'est bas, qui va la plupart du temps empêcher les investisseurs justement d'investir sur l'action en conséquence. D'accord? C'est pourquoi ça demande de la conviction en fait. De la conviction et un jugement supérieur. De la conviction que ce qui se passe là, ça ne va pas nuire à l'entreprise sur le long terme. D'accord? La conviction et le jugement pour pouvoir savoir exactement le pourquoi ça ne va pas nuire. D'accord? Et le pourquoi ça va vraiment se passer comme on pense que ça va se passer. D'accord? Donc, après tout, c'est une question de conviction. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va se passer comme ça? Et est-ce que vous avez le jugement comment dire, nécessaire pour comprendre que ça va probablement se passer comme ça? Donc, voilà quelques idées que j'ai pu rattraper. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à vos préoccupations. Non, c'est bon, merci beaucoup. Et il faut avoir de la conviction, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, bon voilà, un autre truc qui me revient encore à l'esprit, c'est un peu comme Baba Dompolio, l'homme le plus riche du Cameroun. Donc lui, littéralement, une grosse partie de sa fortune, c'est arrivé quand il est allé investir en Afrique du Sud en période d'apartheid. Donc pendant que tous les investisseurs étaient en train de fuir le pays, parce que ça ne va pas, c'était l'apartheid, c'est à ce moment-là que lui va investir dans l'immobilier dans le pays. D'accord? Et comme vous allez l'apprendre, la plupart des plus grosses fortunes se sont faites, se sont construites en période où il y avait littéralement du sang dans la rue. D'accord? Et où les choses étaient, comment dire, à prix dérisoire. C'est là qu'il faut avoir le culot d'aller investir en fait. Et c'est ce que la plupart des gens ne vont pas faire. C'est pourquoi c'est toujours une minorité qui aura le courage de le faire et qui va construire sa fortune pendant ce temps-là. Donc voilà, quelques idées que j'ai pu rattraper.